Laurent Berger est mon invité, notre invité. Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, bonjour. Bonjour. Laurent Berger, on va commencer par le chômage. L'indemnisation des chômeurs. Manuel Valls, Premier ministre, ouvre le débat sur la durée et le montant de l'indemnisation. La durée et le montant de l'indemnisation. C'est un débat légitime, dit Manuel Valls. Légitime, Laurent Berger? Oui, il y a toujours, tout le monde a le droit de débattre, il n'y a pas de problème, sauf que c'est un débat à contre-temps. Pourquoi? Pourquoi? Parce que depuis le 1er octobre, il y a de nouvelles règles d'assurance chômage, d'indemnisation chômage qui sont sur la table. Enfin, qui sont sur la table, qui sont en vigueur pour les chômeurs. Notamment parmi elles, les droits rechargeables. Les droits rechargeables, c'est je suis au chômage pendant 6 mois. Où j'ai le droit à 6 mois d'assurance chômage. Je retrouve du travail au bout de 3 mois. Et ben, les 3 mois qui me restaient comme assurance chômage, je les retrouverai lorsque je retomberai malheureusement au chômage dans 6 mois. C'est bien que j'aurai 6 mois plus 3 mois, 9 mois d'indemnisation. C'est quelque chose de très concret. C'est très incitatif à la reprise d'emploi. Dans un marché du travail dont on sait que malheureusement les contrats sont courts. Il y a des contrats précaires. Et donc, je trouve que c'est pas le moment alors que les nouvelles règles rentrent en vigueur, qu'elles sont positives, depuis le 1er octobre. Elles sont d'incitation positive, pas punitive, positive à la reprise d'emploi. On nous dit il faudra revoir les règles. Les règles, elles seront rediscutées en 2016, au moment où la convention qui vient rentrer en vigueur arrivera. C'est malvenu, les propos de Manuel Valls sont malvenus. C'est quoi sa responsabilité. Vous les qualifiez de quoi? Je les qualifie de je sais pas, c'est électoral pour préparer une prochaine présidentielle, c'est quoi? Bah moi je fais pas ce procès-là. La présidentielle est en 2017, en ce moment il y a des problèmes. 2022, il y a 5 millions de chômeurs. Ce sont des personnes qui vivent difficilement leur situation. Ils ont besoin d'être indemnisés, parce que s'ils ne sont pas indemnisés, disons-le aussi, ça fait baisser la politique de demande dont on parle aussi. Il faut ouvrir ce débat. Mais pas maintenant. Pas maintenant, je vous le dis. Mais un jour, il faudra l'ouvrir. Mais on l'ouvre tous les 3 ans. Les syndicats et le patronat l'ouvrent tous les 3 ans. Mais qu'avons-nous fait dans cette convention qui rentre en vigueur? Est-ce qu'on peut parler de ce qui se passe aujourd'hui? Cette convention qui rentre en vigueur, nous avons fait en sorte de créer les droits rechargeables qui permettent que les personnes soient incitées à reprendre de l'emploi parce qu'ils vont garder leur droit à l'assurance chômage après. Ensuite, nous avons regardé où est-ce que nous pouvions faire des économies, parce qu'il est aussi question de ça dans la convention d'assurance chômage. Donc il y a eu des efforts de fait. Donc arrêtons de pointer du doigt la responsabilité des chômeurs. Mais dites-moi, le déficit se creuse inexorablement. Oui, parce que le chômage augmente. Et donc, ce qu'il faut agir sur le chômage et l'accompagnement des demandeurs d'emploi. Les chômeurs ne cotisent pas. Et bien sûr, ils ne travaillent pas. Ils ne demandent que ça, c'est de travailler. Bien sûr. C'est très dangereux ce qui se passe en ce moment. C'est très dangereux de pointer du doigt la responsabilité des chômeurs. S'il y avait 100 000 chômeurs dans notre pays, et puis autant d'emplois disponibles, on pourrait discuter. Il y a 5 millions de chômeurs. Il y a des jeunes qui tous les jours sortent de petits contrats et n'arrivent pas à en retrouver d'autres. Il y a des seniors qui sont exclus durablement du marché du travail. La vraie question, c'est le niveau d'indemnisation et l'accompagnement. Ce qu'on fait pour les aider par de la formation. On a eu des succès sur des mesures qui ont été prises, qu'on a proposées à la CFDT. Par l'accompagment, ce qu'on fait pour les aider à retrouver du travail et quelle politique économique on mène. Regardons quand même notre système en France. Il faut avoir travaillé pendant 4 mois pour pouvoir recevoir des allocations, on est bien d'accord. À l'étranger, c'est plus long. Au moins 6 mois au Luxembourg, par exemple, ou aux Pays-Bas, et au moins 1 an dans la majorité des autres États de l'Union européenne. Vous êtes d'accord? Mais je suis d'accord et je vais vous dire pourquoi c'est 4 mois. Et pourquoi? C'est parce que les contrats sont très courts. C'est parce que il y a une précarisation accrue du marché du travail. Je vous rappelle que 80% des embauches se font en CDD. Et vous savez, ces règles, elles visent à quoi? C'est des gens qui ont cotisé, hein. Oui, non, je ne veux pas m'attaquer aux chômeurs. Ce sont des personnes qui cotisent quand ils travaillent et les droits qu'ils acquièrent, elles sont proportionnelles à la période. Ils sont proportionnels à la période travaillée. Mais en France, l'allocation chômage n'est pas dégressive. Elle n'est plus dégressive, elle l'a été. C'était Nicole Notat, de la CFDT. Elle n'est plus dégressive. Qui avait voulu la dégressivité. Vous vous souvenez de cela? Mais à des périodes où le chômage n'était pas en train d'augmenter. Il faut pas. Donc, je le rappelle, vous seriez favorable à une dégressivité? Non, mais le sujet n'est pas sur la table. Le chômage continue d'augmenter, que je sache. Mais c'est pas un sujet anecdotique. C'est carrément le cœur du sujet qu'on évoque ce matin. Le chômage continue d'augmenter. Avec des gens qui ont besoin de vivre même en étant au chômage, parce qu'ils n'ont pas souhaité cette situation. Et donc il y a des mesures incitatives d'aide à la reprise d'emploi qu'il faut faire. Les droits rechargeables sont une logique qui est du même niveau en termes d'incitation à la reprise d'emploi que par exemple la dégressivité qui a pu exister ou que certains préconisent aujourd'hui, mais c'est une mesure
positive et non pas une mesure punitive. Donc, ça fait les chômeurs, ils n'ont pas besoin d'être punis, ils ont besoin d'être aidés. Ce qu'a fait Nicole Notat, c'était punitif. Non, mais moi, je ne commande pas ce qui s'est fait il y a 20 ans. Ce qui s'est fait il y a 20 ans, je ne commande pas. C'était pas la même situation, vous le reconnaissez, économique et sociale. En Allemagne, l'indemnisation est de 60 à 67% du salaire net. Elle est interdite à ceux dont le conjoint a des revenus. En cas de refus d'une proposition d'emploi, les allocations sont suspendues pendant 3 mois. En Grande-Bretagne, un chômeur ne touche que 360 € durant 6 mois seulement. Le plafond d'indemnisation chômage en France est le plus haut du monde. Le chômeur français peut percevoir jusqu'à 6 160 € par personne. Est-ce qu'il faut revoir ce plafond ? Mais ça concerne les cadres, ça concerne quelques personnes qui cotisent proportionnellement à ce qu'ils touchent. Ça, c'est une question qui est anecdotique au regard du déficit dont vous parlez. Mais ceci étant, vous citez, mais là vous parlez des chiffres, vous parlez pas des gens. Ça veut dire que le chômeur en Grande-Bretagne, il survit comment ? Il est dans quelle situation ? Enfin, je crois qu'il faut arrêter de stigmatiser. Donc nous gardons nous gardons le système le plus généreux du monde. C'est pas 67%. Écoutez, en tout cas, pour l'instant, on a une situation de chômage qui augmente encore, ce qui n'est pas le cas de ces pays. Oui. Et donc, travaillons pour aider les chômeurs à retrouver du travail avec une politique économique et un accompagnement digne de ce nom. Et maintenant, un niveau d'indemnisation, parce que ces gens-là, ils consomment. Ça sert aussi à la consommation et à la croissance. Donc, je crois qu'il faut arrêter de tous les jours faire croire que parce qu'on veut s'exonérer d'un certain nombre de responsabilités, soit des acteurs politiques, patronaux ou syndicaux, on va pointer la responsabilité sur la population. Alors, Jean-Marie Le Guen, qui est au gouvernement, dit le système actuel est un frein à la reprise du travail. Vous êtes d'accord avec lui ou pas ? Non, ce qui est un frein à la reprise du travail, c'est qu'il n'y a pas assez d'emplois. Et je crois qu'il ne connaît pas les droits rechargeables qu'on vient d'instaurer. Moi, j'en ai assez. Il faut qu'ils arrêtent maintenant. Je vous le dis, il faut qu'ils arrêtent. Ils ont une responsabilité. C'est eux, le gouvernement. Ce sont eux qui gouvernent là. Donc, Monsieur Le Guen, il s'occupe de gouverner. Et ce sujet-là, il le laisse aux partenaires sociaux parce que c'est nous qui fixons les règles. Et ces règles, vous en avez assez là. Écoutez, j'en ai assez qu'on stigmatise les gens qui subissent aujourd'hui notre crise économique et sociale et qui subissent parfois l'absence de réformes qu'il aurait fallu faire des gouvernements actuels et passés. Vous savez, moi, c'est pas moi qu'on va accuser de ne pas vouloir faire bouger les choses. Mais je ne veux pas le faire par la stigmatisation. Je crois que notre société elle a besoin d'apaisement. Et j'en ai assez qu'on pointe les responsabilités des chômeurs. Vous pensez que le gouvernement est en train de stigmatiser les chômeurs ? Écoutez, de les montrer du doigt ? Écoutez, entre les contrôles et ces annonces-là, les annonces sur les contrôles, enfin les déclarations sur les contrôles et ces annonces-là, je trouve que ça fait beaucoup. Et moi, je ne suis ni contre les contrôles, ni contre l'incitation à la reprise d'emploi, mais je suis pour le respect. Le respect des personnes qui malheureusement subissent la crise économique et sociale. Ce sont les 5 millions de chômeurs aujourd'hui et beaucoup de salariés qui vivent dans la précarité. Alors, les règles d'indemnisation chômage sont renégociées tous les 2 ou 3 ans. L'actuelle convention va jusqu'en 2016, on est bien d'accord, Laurent Berger. Vous vous êtes engagé quand même avec le patronat et 2 autres syndicats à réfléchir avant la fin de l'année sur la modulation des conditions d'indemnisation quand même. Oui, non, mais parce que ces questions-là, mais parce que vous allez mettre ça sur la table. Mais ça veut dire qu'il faut avant la fin de l'année. Vous savez, on a une grande lucidité sur le déficit du régime d'assurance chômage. On est à 17 milliards fin 2013, fin 2014 21 milliards, fin 2015 25 26 milliards. Mais c'est parce que qu'on finance par l'emprunt. Mais vous savez, l'UNEDIC, elle a un conseil d'administration, elle a un bureau avec tous les syndicats et tous les organisations patronales dedans, et évidemment qu'on discute de ces sujets-là. Mais est-ce qu'on a besoin d'en discuter sous la pression soit du gouvernement, soit sous les flashs des caméras? Non. Je veux dire, on discute de ces sujets-là et on verra ce qui sera l'état et du chômage, parce que tout ça dépend du chômage et du régime en 2016. On applique la convention jusqu'en 2016 et on ne bouge rien. Et on ne bouge rien et surtout on met en place les droits rechargeables qui sont une vraie avancée pour l'incitation à l'emploi et pour l'indemnisation des chômeurs. Le temps de travail, on ne bouge rien non plus ? Parce que vous avez vu, le débat est engagé aussi. Le temps de travail, ça bouge tous les jours dans les entreprises. Il y a des accords dans les entreprises qui permettent de la modulation. La durée légale, elle est 35 heures, mais dans les entreprises, que s'est-il passé à entreprises privées, Bien sûr, dans les entreprises privées. On va parler du public. Oui, on va en parler si vous voulez. Dans les entreprises privées, il y a des accords de modulation en fonction de la charge de travail, y compris en fonction des soucis de compétitivité. Ce qu'on a fait à Renault, ce qui s'est passé à PSA. Pourquoi Renault parle de nouveau d'embauche en France?
Parce que nous avons nous avons fait un accord de compétitivité qui a permis de moduler les horaires, mais avec une durée légale, qui est le déclenchement des heures supplémentaires, qui reste à 35 heures. Il faut arrêter d'agiter les totems. Vous savez, notre pays, il a besoin de vrais débats apaisés sur les vrais sujets. Et faut pas. C'est un débat, le temps de travail. Mais bien sûr, mais c'est en débat tous les jours dans les entreprises. Oui. Et c'est pas totémisé parce comme c'est pas. Donc on n'en parle pas ailleurs que dans les entreprises. Mais moi je suis prêt à en parler, la preuve. Oui. Mais la question, elle est jamais binaire. Mais par exemple dans la fonction publique, le temps de travail est remis en cause ici ou là, notamment dans la fonction publique territoriale. Ce matin encore, j'avais un représentant de l'Institut Montaigne qui nous disait, tiens, le conseil régional d'Île-de-France, moyenne de l'absentéisme par an, 30 jours. À Montpellier, la ville de Montpellier, 35 jours d'absentéisme en moyenne par an. Il n'y a aucun bilan social. Aucun. Oui, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de dialogue social dans les fonctions publiques. Vous allez dans les entreprises, vous avez un bilan social. Oui. Vous avez un bilan social, on en discute. Et pourquoi dans le public, il n'y a pas de bilan social? Vous savez, mardi, j'étais en Seine-Saint-Denis, rencontrer les agents des fonctions publiques. J'ai vu des choses assez incroyables. L'hôpital de Montfermeil, des gens qui finissent leur journée à l'hôpital de Montfermeil, qui sont rappelés parce qu'il n'y a pas de remplacement, il y a une absence, pour revenir travailler. Donc ils font quasiment 2 journées dans une. J'ai vu des gens à la préfecture... Ça veut dire que certains font 2 journées dans une et d'autres une demi-journée dans une. Mais il faut s'interroger. À la préfecture, à Bobigny, au permis de conduire, parce qu'il y a une pression du public. Et il y a de l'absentéisme. Mais parce que on n'a sans doute pas suffisamment, même si ce travail est en train d'être fait par l'administration à la préfecture, que je ne mets pas en cause, et par les syndicats, il n'y a pas de travail suffisamment, ou il n'y a pas eu d'anticipation sur la pression. Un autre exemple, parce qu'on peut taper sur les fonctionnaires tant qu'on veut, l'Institut Montaigne peut le faire si ça l'amuse. J'étais à la maison départementale du handicap. Vous savez ce qu'on est en train de faire actuellement? Ils sont en Seine-Saint-Denis, ils sont en train de traiter les dossiers de 2012. Vous savez ce que c'est, la maison départementale du handicap? C'est quand vous avez un enfant handicapé ou une personne handicapée dans votre entourage, vous avez besoin d'équipement, vous avez besoin de l'aider en termes d'accompagnement pour l'école, etc. Quand vous posez votre dossier en 2012, en 2014, on commence à le regarder. Ça, c'est la vraie vie, c'est la vraie vie des gens. Donc il faut regarder les fonctionnaires. La vraie vie difficile, bien souvent, évidemment. Il faut regarder les fonctionnaires qui rendent un service public. Une telle inégalité à l'intérieur même de la fonction publique. Pourquoi? Parce qu'il y a des situations différentes, parce que la fonction publique, c'est pas un tout, ce sont des métiers différents, des missions différentes. L'hôpital est en grosse tension. Dans la fonction publique d'État, on est quand même en grosse tension aussi, parce qu'on a rogné tout un tas de choses sans penser le sens. La territoriale, ça dépend des endroits. Ce qui est sûr, c'est que il faut aider à du dialogue social et dans les collectivités territoriales. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut pas rogner l'investissement. Vous savez, dans la dotation aux collectivités territoriales, je crois que l'État, il devrait trouver les moyens dans les dotations d'aider à l'investissement, parce que l'investissement, c'est aussi la création d'emplois. Que l'argent doit servir à l'investissement et non pas à embaucher des agents territoriaux. Ça dépend. Je veux dire, les agents territoriaux, il peut y avoir des besoins. Vous savez qu'il y a eu une inflation ces dernières années. Parce qu'il y a peut-être aussi des collectivités territoriales qui suppléent le rôle de l'État qui s'est désengagé en région. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils doivent davantage aider l'investissement. Bien. En Allemagne, à partir de 5... D'abord, un mot. Est-ce que vous pensez que la France est au bord d'une révolte sociale? Moi, je crois qu'il y a un climat social très lourd et que c'est très éruptif. Et donc, je ne sais pas comment ça peut partir, mais je crois que ça veut dire qu'il y a un mal-être, il y a un repli sur soi, et qu'on aurait besoin d'une société beaucoup plus apaisée, où on met les vrais sujets sur la table, sans commenter tous les jours l'annonce de tel ou tel, mais avec un débat beaucoup plus apaisé. Enfin, très clairement, je vous le dis, je pense qu'on a le choix aujourd'hui entre une société très autoritaire, très du repli sur soi, de la stigmatisation de quelques-uns, et voire même du racisme, etc. Et puis, le choix d'une société plus apaisée, plus coopérative, où on traite les sujets, sans tabou, on les met sur la table et on essaye de trouver les solutions par des compromis. On est au bord d'une révolte sociale. Je vous repose la question parce que je vous dis ça parce que vous êtes inquiet. Je suis inquiet. Oui, Monsieur Bourdin, je suis inquiet. Je ne sais pas si on est au bord de la révolte sociale, mais je pense qu'on est dans une société qui est en train de se replier, de se recroqueviller, et qui est une société qui n'a plus confiance en elle-même et qui en fait passe son temps à se débiner, excusez-moi le terme, à faire du French bashing et pas à essayer de trouver les solutions. Et je pense qu'on a besoin de recréer un destin collectif. Et ça se fait sans les postures, sans les caricatures. Ça se fait avec un vrai débat apaisé, en mettant les idées sur la table. Et il faut arrêter de se stigmatiser les uns les autres. Laurent Berger, en Allemagne, à partir de 5 salariés, un représentant peut être désigné, un représentant des salariés. C'est ce que vous voulez en France ?
Nous, ce qu'on souhaite en France, c'est qu'il y ait une possibilité de représentation, c'est-à-dire qu'un salarié de ces entreprises, des petites entreprises, pourrait représenter ses collègues dans une instance qui serait en dehors de l'entreprise. Parce qu'on sait bien que dans les petites entreprises, vous savez, moi j'étais délégué du personnel dans une entreprise de 11. Donc je sais que c'est pas toujours évident. Mais à l'extérieur de l'entreprise, pourrait représenter ses collègues pour parler conditions de travail, formation, etc. Et ça serait utile pour les salariés. Mais ce serait utile pour les entreprises qui souvent, quand il y a un conflit, quand il y a une difficulté, eh bien, le recours est trop souvent le prud'homme et pas assez la médiation, la discussion, essayer de sortir par le haut des difficultés. Oui, je sais que dans les TPE ou les PME, on ne voit pas ça d'un très bon œil. Ça dépend où, vous savez, dans l'artisanat, on le fait déjà. On le fait déjà avec des choses très positives. Vous savez, moi je me rappelle. Je vois la CGPME qui dit non, absolument non à toute représentation syndicale dans nos entreprises. Mais parce que là, du coup, il y a une vraie représentation négative de ce qu'est le syndicat. Et quand on l'a fait avec l'UPA, avec l'Union professionnelle des artisans, on a créé des choses extrêmement intéressantes. On a créé des activités sociales et culturelles pour les salariés de l'artisanat. On a discuté des conditions de travail, des problèmes d'emploi et d'apprentissage. Et ça a produit des résultats. Il faut arrêter d'avoir peur des syndicats. J'ai envie de dire à la CGPME, arrêtez d'avoir peur des syndicats. Alors, les gens, ils ont juste envie de faire progresser leur entreprise et ça passe par le dialogue social. Alors justement, réforme du dialogue social en entreprise, avec des négociations qui s'ouvrent aujourd'hui, Laurent Berger. Les seuils sociaux, vous allez parler de ça. Les seuils sociaux. J'imagine que le patronat va le mettre sur la table. D'accord. À compter de 11 employés, une entreprise doit organiser l'élection de délégués du personnel, ces derniers disposant d'un crédit de 10 heures par mois pour exercer leur mandat. Là, ce seuil social, le patronat voudrait un peu l'oublier, si j'ai bien compris. 20 salariés, un employeur doit établir un règlement intérieur et se retrouve soumis à l'obligation sur le travail des handicapés et à la législation sur le repos compensateur lié aux heures supplémentaires. 50 salariés au-delà, l'entreprise est alors obligée d'accepter une éventuelle désignation d'un délégué syndical. Ça, c'est seuils sociaux. Vous croyez vraiment, M. Bourdin, que parce que dans une entreprise de plus de 11 salariés, il y a besoin d'avoir un délégué du personnel, c'est ça qui entrave la croissance. Non, mais moi je ne crois rien. Je vous dis que le patronat veut repousser ces seuils sociaux. Vous dites non ? Est-ce que vous dites non? Je dis non pour le seuil des 50, c'est une évidence. Et pour le seuil des 10, je dis, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est est-ce que le patronat... Et le seuil des 20 et le seuil des 20, pareil. Je dis, est-ce que le patronat, c'est pas une négociation sur les seuils sociaux que nous avons aujourd'hui, c'est une négociation sur la qualité du dialogue social. Non mais c'est très différent. C'est pas moi qui le dis, c'est Louis Gallois qui dit que plus de dialogue social, c'est plus de compétitivité. Il y a un économiste, Thomas Philippon, qui dit c'est 1,5 point de PIB s'il y a plus de dialogue social. Donc non. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est de progresser sur la qualité du dialogue social. Donc, il n'y a pas de sujet tabou. Oui, le gouvernement est prêt à assouplir ces bornes, d'ailleurs. Mais la question, c'est est-ce que tous les salariés pourront être représentés par des instances, notamment dans les petites entreprises, à l'extérieur de l'entreprise, avec des vrais moyens de discussion. Et puis, est-ce qu'on va améliorer la qualité du dialogue social dans les entreprises là où il existe, dans les grandes entreprises, c'est-à-dire d'être un peu moins dans le formel, mais plus dans la vraie discussion économique et sociale. Oui, Laurent Berger, ça veut dire que ces seuils, vous pouvez en discuter. Vous pouvez en discuter à condition. On peut en discuter. De revoir les règles globales. Mais en discuter, c'est pas les remettre en cause. Et en discuter, c'est pas la clé d'entrée de la négociation. La clé d'entrée, vous savez ce qu'on va discuter aujourd'hui, c'est le préambule, c'est à quoi sert le dialogue social. Et moi, je crois que le dialogue social, c'est positif pour les salariés et c'est positif pour les entreprises. Le travail le dimanche, vous êtes prêt à certains assouplissements? Mais le travail du dimanche... C'est encore le gouvernement qui a mis ça sur la table. Oui, mais vous savez, ça, le travail du dimanche, c'est tellement un maquis aujourd'hui dont on comprend rien avec les règles qu'il y a besoin d'éclaircir les règles. Les règles, c'est quoi? C'est pas de banalisation et pas de généralisation du travail du dimanche. C'est sur la base du volontariat et c'est pas fixé par accord d'entreprise pour les contreparties ou territoriales, un accord sur les contreparties pour les salariés en termes de salaire, de récupération, de garde d'enfants, de sécurité, etc. Et ça doit concerner tous les salariés, y compris ceux des petites entreprises. Bien. Dernière chose, les allocations familiales en fonction des revenus, le montant versé des allocations en fonction des revenus. Les Français, ils sont majoritairement favorables, vous aussi? Ce qu'il faut dire sur les allocations, ce qu'on appelle les allocations familiales, il y a deux choses. Il y a la prestation, l'aide à l'enfant, qui sont les allocations familiales. Là, l'universalité, ça a du sens quand même. Vous défendez l'universalité. Mais il y a autre chose, c'est la prestation familiale. Les prestations familiales, c'est-à-dire les aides à la naissance, deuxième enfant, etc. Là, il faut... Sous condition de ressources. Sous condition de ressources, ce que n'a pas fait le gouvernement dans le PLFSS, le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Là, il faudrait le faire. Et puis, je crois qu'il y a un autre sujet qui est celui du quotient familial. Il faudrait transformer le quotient familial en allocation forfaitaire par enfant. Tout ça pour dire que là encore...
arrêtons de prendre les choses par le petit bout de la lorgnette et on aurait mieux fait de vraiment poser, et c'était le cas du Haut Conseil de la Famille qui devait le faire, de vraiment poser les sujets plutôt que de faire des petites annonces au jour le jour. Merci Laurent Berger d'être venu nous voir ce matin. Il est 8h56.